Avertissement. Le contenu suivant contient des détails sensibles. Il est destiné à des fins éducatives et informatives basées sur les témoignages authentiques recueillis dans le cadre du procès fédéral de Sean Diddy Combs, selon des sources fiables présentes dans la salle d'audience. Que se passe-t-il lorsque ceux que l'on croit indéfectiblement loyaux choisissent de se retirer au moment crucial? Lorsque même les liens du sang montrent leurs limites. C'est exactement ce qu'a vécu Diddy lorsque ses filles jumelles, Jessie et Delilah Combs, ont décidé de ne pas témoigner en sa faveur, provoquant une scène bouleversante au tribunal. Personne ne s'attendait à une telle prise de position. L'attention était braquée sur l'avocat de la défense lorsqu'il a annoncé que les témoins attendus se retiraient. Un silence tendu s'est installé. Même le juge est resté figé. Diddy, visiblement secoué, a soudainement eu du mal à respirer, réalisant que ses propres enfants avaient choisi de s'éloigner. Jusqu'ici, il avait gardé une apparence de calme. Mais voir ses filles assises au fond de la salle et non à ses côtés a marqué une rupture. L'image du père protecteur s'est effondrée, remplacée par celle d'un homme confronté aux conséquences de ses actes. L'avocat de la défense, Marcus Bennett, a dû modifier à la dernière minute la liste des témoins. Ce n'était pas une décision tactique. C'était le reflet d'un choix éthique, profondément personnel. Les jumelles, âgées de 17 ans, sont restées silencieuses, mais leur regard parlait d'intégrité et de détermination. Les jumelles ne se sont pas retournées vers leur père. Leurs regards sont restés droits, figés vers l'avant. À l'extérieur, les curieux et les fans s'étaient rassemblés sans savoir que, dans la salle, le coup le plus dévastateur porté à la défense de Diddy ne venait pas du ministère public, mais de sa propre famille. Lorsque la portée de leur décision s'est révélée, Diddy a réagi de façon alarmante. Sa respiration est devenue saccadée. Il a saisi sa cravate comme si elle l'étranglait. Pour la première fois depuis le début du procès, l'image bien construite du producteur sûr de lui s'est littéralement effondrée. Pour comprendre le poids de cette décision, il faut se rappeler comment Diddy s'était forgé une image publique de père exemplaire. Depuis des années, il se présentait comme un homme de famille, père de 6 enfants issus de différentes unions. Sur les réseaux sociaux, il exposait anniversaires fastueux, remises de diplômes, vacances en yacht, une vitrine parfaite. Les jumelles Jessie et Delilah, nées en 2006 de son union avec le mannequin Kim Porter, étaient omniprésentes dans cette mise en scène. Après le décès tragique de Porter en 2018, Diddy déclarait être devenu père à temps plein, affirmant qu'il honorait une promesse faite à la mère de ses enfants. Cette posture paternelle adoucissait son image dans les médias. On le voyait avec ses filles sur les tapis rouges, dans des vidéos familiales, toujours entouré d'un storytelling positif. Alors, quand les accusations ont éclaté, la stratégie semblait limpide. Faire témoigner ses enfants pour humaniser l'homme derrière l'empire. Les jumelles devaient décrire un père aimant, présent, brisé par la perte de leur mère, toujours impliqué dans leur vie. Mais plus le procès avançait, plus des tensions ont émergé. Selon des proches, les adolescentes commençaient à remettre en question ce qu'on leur avait toujours dit. Leur perception du père qu'elles connaissaient était ébranlée par des révélations contradictoires. Un témoignage clé, livré par un ancien collaborateur, aurait été l'élément déclencheur. Présentes dans la salle, les jumelles seraient sorties bouleversées. Elles ont grandi avec une image de leur père. Entendre l'inverse, avec des preuves à l'appui, les a profondément touchées, a confié un proche. La veille de leur passage à la barre, elles auraient eu une discussion intime avec leur marraine, amie proche de leur mère disparue. Ce qui a été dit reste inconnu, mais le lendemain, leur avocat informait la défense que Jessie et Delilah ne témoigneraient pas. L'avocat de Diddy a tenté de les convaincre, leur expliquant l'impact de leur choix. Mais leur réponse a été claire. Nous ne pouvons pas défendre ce en quoi nous ne croyons plus. Ce n'était ni un caprice, ni un acte de rébellion. C'était un choix douloureux, mûrement réfléchi. Une épreuve morale. Le jour venu, elles ont pris place au fond de la salle, et non aux côtés de leur père, incarnant visiblement le fossé émotionnel creusé par les événements. Lorsque la cour a été officiellement informée de ce retrait, elles sont restées droites, dignes, mais leurs mains entrelacées trahissaient leur tension intérieure. Ce n'était pas une trahison,
c'était un acte de conscience. Elle ne pouvait plus soutenir une version de l'histoire qu'elle ne reconnaissait plus. Et pour Didi, cette prise de distance publique n'avait pas l'effet d'un simple revers juridique. C'était une déchirure intime, plus profonde que toutes les accusations des anciens associés réunis. L'image du père de famille aimant, que Didi avait soigneusement construite au fil des années, s'effondrait sous les yeux d'un jury qui ne pouvait s'empêcher d'en tirer ses propres conclusions. Ce jour-là, l'avocat Marcus Bennett s'apprêtait à annoncer avec solennité: la défense appelle Jesse et Delilah Combs à la barre. Cela aurait été un moment fort. Voir les filles du prévenu, ses propres jumelles, témoigner en sa faveur, aurait apporté une dimension humaine unique à sa défense. Mais au lieu de cela, Bennett se leva, visiblement mal à l'aise. « Votre honneur, un changement est survenu dans notre liste de témoins. Nous ne ferons pas comparaître Jesse et Delilah Combs. » Le juge, perplexe, releva ses lunettes. « Maître, ces témoins sont centraux dans votre stratégie, selon les documents remis au tribunal. Puis-je connaître la raison de ce changement ?» Après un bref silence, Bennett répondit: « Elles ne sont pas disponibles pour témoigner, votre honneur. » La procureure Sarah Mitchell se leva aussitôt. « Elles sont pourtant présentes dans la salle. Si elles se retirent, le jury mérite une explication. » Le juge insista. Bennett finit par admettre: « Mademoiselle Jessie et mademoiselle Delilah Combs ont choisi de ne pas témoigner. Elles n'étaient pas citées à comparaître. Leur participation était volontaire. Nous devons respecter leur décision. » Un frisson parcourut la salle. Didi, qui s'était penché pour murmurer à son avocat, se figea. Puis son visage révéla un mélange de choc et de détresse physique. Sa respiration devint irrégulière, ses mains tremblaient alors qu'il tentait de boire un verre d'eau. Le juge s'en inquiéta. « Maître Bennett, votre client a-t-il besoin d'assistance médicale ?» Avant même qu'il ne réponde, Didi se leva, chancelant. « Je dois parler à mes filles, s'il vous plaît. 5 minutes. » « Monsieur Combs, ce n'est pas le moment. Veuillez vous rasseoir. »« Elles ne comprennent pas, » interrompit-il, brisant complètement le protocole du tribunal. « On leur a montré des choses sans contexte. Je dois leur expliquer. » La juge, sévère, coupa court. « Monsieur Combs, asseyez-vous immédiatement, ou vous serez escorté hors de cette salle. » Les agents de sécurité s'avancèrent. Didi retomba sur son siège, les yeux rivés vers l'arrière de la salle, là où ses filles restaient impassibles, les yeux fixés droit devant elle, évitant volontairement tout contact visuel avec lui. La juge suspendit l'audience brièvement. Dans une salle voisine, un agent médical examina l'état de Didi, qui peinait encore à reprendre son souffle. Pendant ce temps, les jumelles, en retrait, discutaient à huis clos avec leur marraine et un avocat de la famille. Le poids de leur décision se lisait sur leurs visages jeunes mais graves. À la reprise, Didi était plus calme, mais affaibli, le teint pâle, l'énergie absente. Les jumelles reprirent place à l'arrière, toujours distantes. L'avocat Bennett tenta de reprendre le cours de la défense. « Votre honneur, nous appelons Monsieur James Reynolds à la barre. » Ce témoin de substitution, un ancien partenaire d'affaires, devait parler des réussites professionnelles de Didi et de ses œuvres caritatives. Mais l'absence des filles parlait déjà plus fort que n'importe quel éloge. Même pendant le témoignage, Didi semblait ailleurs. Son regard ne quittait pas l'arrière de la salle, fixé sur ses filles. Leur silence, à cet instant, devenait plus éloquent que tous les mots qu'elles auraient pu prononcer. Le retrait des jumelles n'était pas un acte isolé. Il s'inscrivait dans un schéma bien plus vaste, qui se dessinait au fil des témoignages et des preuves, celui d'un homme réputé pour son besoin permanent de contrôle, sur ses affaires, son entourage et même son image familiale. Lors de la session de l'après-midi, alors que la défense peinait à se remettre du choc du matin, cette obsession du contrôle refaisait surface, cette fois à travers l'interrogatoire de James Reynolds, le témoin de substitution. La procureure Mitchell attaqua frontalement. « Monsieur Reynolds, vous avez évoqué les méthodes de travail et les engagements caritatifs de Monsieur Combs. D'après vous, comment réagit-il lorsque quelqu'un s'oppose à lui ou refuse une de ses demandes ?» Reynolds hésita. « Sean aime que les choses soient faites selon ses standards, très élevés. » Mitchell insista. « Diriez-vous qu'il exige loyauté absolue et obéissance ?» Objection.
L'avocat Bennett intervint et le juge demanda à reformuler. Que se passe-t-il, selon vous, quand ces attentes ne sont pas satisfaites? Après un moment de silence, Reynolds répondit « Il peut se montrer insistant. Il exprime sa déception de façon marquée. » La procureure le poussa à illustrer ses propos. Reynolds évoqua un réalisateur de clips musicaux qui avait été publiquement humilié pour avoir modifié la vision initiale de Didi. Le lien avec les événements du matin était évident. Cet homme ne tolérait pas la moindre remise en question de son autorité, pas même de la part de sa propre famille. Durant tout le procès, ce besoin de contrôle absolu avait été documenté. Des anciens employés avaient parlé de contrats de confidentialité rigides, de confiscation de téléphones lors des réunions, de sanctions pour ceux qui s'écartèrent de la ligne. Un ancien assistant l'avait résumé ainsi. Il y avait un seul plan, le sien. Tout devait suivre sa vision. Aucune déviation n'était acceptée. Son image publique de père modèle n'échappait pas à cette stratégie. Chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque apparition en famille, chaque événement médiatisé était soigneusement orchestré pour renforcer cette narrative. Mais cette fois, rien ne s'était déroulé comme prévu. Le refus des jumelles de participer à sa défense marquait une rupture inédite dans cet univers qu'il contrôlait habituellement jusque dans les moindres détails. Pour la première fois, il perdait la maîtrise du récit familial qu'il avait lui-même construit. Pendant une courte pause dans l'après-midi, des témoins ont observé une discussion tendue entre Didi et son avocat. Même sans entendre les mots, les gestes parlèrent d'eux-mêmes. Didi désignant avec insistance ses filles, Bennett secouant la tête, catégorique. Quand la séance reprit, Bennett retourna au banc de la défense, le visage fermé. Il n'y aurait pas de revirement. Les jumelles maintenaient leur silence. La suite des témoignages se concentra sur les affaires et les engagements économiques de Didi. Mais quelque chose avait changé. Sa concentration légendaire, celle qui avait bâti son empire, semblait absente. Il jetait des regards fréquents vers le fond de la salle, vers ses filles, qui restaient dignes, mais distantes. La dynamique dans la salle d'audience dépassait désormais les mots échangés. On assistait à une rupture familiale en direct, à des jeunes femmes confrontées à un choix moral, et à un père réalisant que, peu importe son influence, certaines vérités lui échappaient. Pour les jurés, ce silence incarné par les jumelles, là où leur témoignage était attendu, disait plus que tous les discours. La journée avançait, et le dernier témoin de la défense, un associé de longue date, fit l'éloge de l'engagement de Didi pour les entreprises afro-américaines. Mais l'impact émotionnel, celui qu'on espérait avec les filles, n'était plus là. Puis, lors d'une pause avant les plaidoiries finales, une scène bouleversante se produisit dans le couloir du tribunal. Les jumelles s'apprêtaient à partir aux côtés de leur marraine et de leur avocat. Didi s'approcha d'elle, sous le regard attentif des agents de sécurité. « S'il vous plaît ». Sa voix n'avait plus rien de l'autorité qu'on lui connaissait. Brisée, presque suppliante, il répétait « 5 minutes. Je vous demande juste 5 minutes. » Mais avant qu'il ne puisse approcher, la marraine des jumelles s'interposa fermement. « Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Elles ont pris leur décision. »« Ce sont mes filles, » rétorqua Didi, la voix tremblante mais de plus en plus forte. « Elles ne comprennent pas ce qui est en jeu. » Ce fut Delilah qui prit la parole, d'un ton doux mais ferme, audible pour les quelques personnes à proximité. « On comprend très bien ce qui est en jeu. C'est justement pour ça qu'on ne peut pas faire ce que tu demandes. » Puis Jessie ajouta « On t'aime, papa, mais on ne peut pas dire ce que tu veux entendre, pas après tout ce qu'on a appris. » Des agents de sécurité s'approchèrent, craignant une escalade. Le visage de Didi s'assombrit, tendu, à la limite de perdre totalement le contrôle. Et soudain, dans un souffle chargé de douleur, il lança « Ta mère n'aurait jamais laissé ça arriver. » La réplique ne vint pas des filles, mais de leur marraine, cinglante, contenue mais redoutablement claire. « Ne t'avise pas d'utiliser Kim comme un outil. Elle aurait protégé ses filles envers et contre tout, y compris contre toi. » Plusieurs journalistes et témoins ont décrit cette scène comme le véritable point de rupture, celui qui ne brisait pas seulement une stratégie de défense,
mais déchirait publiquement le mythe de l'unité familiale que Didi avait soigneusement entretenu pendant des années. Quand l'audience reprit, le changement était évident. L'assurance, les apartés stratégiques avec ses avocats, le charisme, tout avait disparu. Il restait là, figé, les yeux vides, comme un homme confronté pour la première fois à l'impuissance. Maître Bennett livra sa plaidoirie finale, techniquement solide, mais émotionnellement plate. Le plan initial, conclure avec le témoignage émouvant de ses filles pour rétablir l'image d'un père aimant, s'était transformé en une simple énumération de succès professionnels. Pendant ce temps, Didi restait étrangement passif. Aucun hochement de tête, aucun regard d'approbation. Il semblait ailleurs, enfermé dans une douleur silencieuse. Il ne réagissait plus. Il subissait. À la fin de la plaidoirie, la juge annonça que le réquisitoire final du parquet aurait lieu plus tard. Les jumelles se levèrent aussitôt, quittant la salle sans même un regard vers leur père. Il les observa s'éloigner, son visage impénétrable. Puis, dans un moment capturé par les artistes présents dans la salle d'audience, et plus tard relayé à travers les médias, Didi abaissa la tête entre ses mains. Pas comme un homme préoccupé par son avenir judiciaire, mais comme un père conscient d'avoir perdu quelque chose de bien plus précieux que son procès, la confiance de ses enfants. Alors que la salle se vidait, les analystes présents réévaluaient leurs prévisions. Ce retrait silencieux des filles n'était pas un simple revers juridique. Comme l'a formulé un expert, c'était le témoignage de caractère le plus accablant, sans qu'un seul mot ne soit prononcé à la barre. Le lendemain, la salle était bondée. Le refus des jumelles de témoigner avait circulé partout, suscitant un débat intense sur ses conséquences, tant sur le plan judiciaire que familial. Lorsque Didi fit son entrée, son apparence choqua. Son costume semblait trop grand, sa coiffure négligée, son allure affaiblie. Fini l'assurance habituelle. Il avançait lentement, comme alourdi par une charge invisible. Mais le plus frappant fut son isolement. Lui qui arrivait toujours entouré, n'était accompagné que de ses avocats. La distance imposée par ses filles avait ouvert un vide que même ses collaborateurs les plus fidèles ne comblaient plus. Quand les jumelles arrivèrent, elles prirent place encore plus loin qu'auparavant, à l'écart, comme pour souligner que le lien avait été rompu, non par haine, mais par une vérité qu'elles n'étaient plus prêtes à nier. Les jumelles ne revenaient plus seules dans la salle d'audience. À leur côté se tenait désormais leur marraine, et une autre figure silencieuse, mais puissante, leur grand-mère maternelle, la mère de Kim Porter, venue spécialement les soutenir. Sa présence, bien que discrète, portait un poids symbolique immense. Lorsque la procureure Sarah Mitchell s'approcha du jury pour entamer sa plaidoirie finale, l'atmosphère devint presque étouffante. Elle marchait lentement, avec gravité. « Mesdames et messieurs du jury », commença-t-elle. « Pendant ce procès, vous avez entendu de nombreux témoignages sur les affaires de M. Combs, des contrats, des opportunités, un empire bâti sur le talent et l'ambition. Mais vous avez aussi vu, à travers les preuves, qu'il s'est appuyé sur l'intimidation, la manipulation et le contrôle. » Elle faisait les 100 pas, posant ces mots comme des charges méthodiques. La défense vous a demandé de juger M. Combs sur sa personnalité, son impact culturel, son rôle de père. Elle vous a présenté des témoins vantant sa réussite et sa générosité. Puis, elle s'arrêta net, balayant la salle du regard, avant de reprendre. Mais j'aimerais que vous ne considériez pas uniquement ce qui a été dit, mais aussi ce que vous avez vu, car ce que cette cour a observé récemment était exceptionnel et profondément révélateur. L'avocat Bennett se leva immédiatement pour s'opposer. « Objection, votre honneur. Elle fait référence à des éléments non inclus dans les preuves. » Mitchell répondit calmement. « Il s'agit d'événements visibles par tous, directement liés au témoignage de caractère sur lequel la défense avait construit sa stratégie. » Après une brève concertation, la juge trancha. « Objection rejetée. Mais que le ministère public avance avec prudence. » Mitchell acquiesça, puis continua. La défense a ouvert ce procès en annonçant que la personnalité du prévenu serait au cœur de l'affaire. On nous a promis le témoignage de ses propres filles pour témoigner de sa qualité de père. Elle tourna la tête, sans désigner personne. Pourtant, ces mêmes enfants,
après avoir assisté aux audiences, ont choisi de ne pas témoigner. Cette décision, en elle-même, a une portée considérable. Nouvelle objection de Bennett. Votre honneur, cela relève de la spéculation. Objection retenue, répondit la juge. Le jury est prié d'ignorer les suppositions sur les motivations des témoins. Mais Mitchell, imperturbable, reprit. Ce qui n'est pas spéculatif, c'est ceci. Les actes parlent souvent plus fort que les mots. Elle fit une pause. Ce que vous avez entendu pendant ce procès, ce sont les méthodes utilisées par M. Combs lorsqu'on lui résiste. La pression, les représailles, les humiliations. Plusieurs témoins ont décrit comment il punissait ceux qui refusaient d'obéir. Puis elle ajouta, en regardant directement les jurés. Et récemment, quand ceux qui lui sont les plus proches ont osé dire « non », vous avez tous vu sa réaction. Elle n'était pas mesurée, elle n'était pas calculée, elle était brutale. C'était la réaction d'un homme incapable d'accepter qu'on lui échappe, surtout quand il s'agit des siens. Pendant qu'elle poursuivait sa démonstration, en reliant méthodiquement chaque preuve au chef d'accusation, l'état de Didi se détériorait visiblement. Son teint devenait livide, sa respiration difficile, sa main tremblante. Soudain, il se leva, vacillant. « Votre honneur, » dit Bennett avec urgence. « Mon client a besoin d'une pause. » La juge, inquiète. « Monsieur Combs, vous sentez-vous mal ?» Mais Didi n'écoutait plus. Ses yeux étaient rivés sur ses filles, assises au fond de la salle. Et dans un silence pesant, il parla à voix haute. « J'ai tout fait pour vous. Tout. » Les agents de sécurité s'approchèrent immédiatement. Bennett tentait de le faire asseoir, mais Didi restait debout, vacillant, désespéré. Les jumelles, elles, ne bougèrent pas. Leur visage reflétait une douleur mêlée de calme résolu. « Monsieur Combs, asseyez-vous immédiatement ou vous serez escorté hors de la salle, » ordonna la juge. Mais au lieu de se plier, Didi se tourna vers les jurés. Sa voix brisée, presque inaudible. « Ils ne comprennent pas. J'ai bâti tout ça pour elle, tout. » Alors que les agents s'approchèrent de lui, les jambes de Didi fléchirent. Ce n'est pas vraiment qu'il s'assit. Il s'effondra dans son fauteuil. Sa respiration s'accélérait de façon inquiétante. La juge ordonna aussitôt une pause et appela du personnel médical. Pendant qu'on l'aidait à quitter la salle d'audience, ses yeux restaient rivés sur ses filles. Elles n'avaient toujours pas bougé. Assises côte à côte, leurs mains fermement entrelacées, les larmes coulaient en silence sur leurs visages. Ce moment, imprévu, brut, ne figurait dans aucun dossier. Et pourtant, il disait tout. Un père qui s'effondre. Deux filles déchirées entre l'amour et la vérité. Ce tableau bouleversant révélait bien plus que tous les témoignages entendus jusque-là. Didi fut transportée dans une pièce privée où les médecins confirmèrent une violente crise d'anxiété. Le tribunal suspendit l'audience pour la journée. L'information de son malaise, couplée au refus des jumelles de témoigner, se répandit comme une traînée de poudre. À l'extérieur, c'était le chaos. Journalistes, analystes, réseaux sociaux, tous commentaient l'impact dévastateur de cette fracture familiale. Un ancien procureur résuma l'opinion générale. Quand vos propres enfants choisissent le silence après avoir entendu les faits, cela résonne plus fort que n'importe quel témoignage. Sur Internet, les hashtags Didi Twins et Daughter Stand explosaient. Certains saluaient le courage moral de Jessie et Delila, d'autres remettaient en question l'influence d'éventuelles personnes extérieures à la famille. Les jumelles quittèrent le palais de justice protégées par des agents, leur marraine et leur grand-mère formant un rempart contre les questions criées. Elles restèrent dignes. Mais une fois à l'intérieur de leur voiture, des témoins les virent s'effondrer en larmes. Le lendemain, Didi revint à l'audience, visiblement affaiblie, mais cette fois maîtrisant ses émotions. Les jumelles, elles, étaient absentes. Leur avocate informa la cour qu'elle suivrait la suite du procès à distance. La procureure Mitchell termina son plaidoyer de façon structurée, reliant les éléments de preuve aux charges, tout en rappelant à plusieurs reprises les conséquences humaines des actes reprochés à Didi. Quand le jury se retira, peu croyaient à une longue délibération. Trop de choses pesaient, les documents, les témoins, et ce silence venu du cœur même de la famille.
Il fallut seulement quelques heures, verdict coupable sur tous les chefs d'accusation majeurs. Didi resta figé. Aucun mot, aucune réaction. Son avocat annonça immédiatement leur intention de faire appel. Mais l'image qui fit le tour des journaux n'était pas celle de Didi menotté, ni celle de procureur en liesse. C'était un croquis. Deux jeunes filles, assises loin de leur père, choisissant la vérité au détriment de la loyauté. Quelques jours plus tard, des proches de la famille révélèrent un détail poignant. Les jumelles avaient reçu, à leurs 16 ans, une lettre de leur mère, Kim Porter, à lire lorsqu'elle serait prête. On ne connaît pas le contenu exact, mais ceux qui l'ont approchée disent qu'elle exprimait des inquiétudes et des vérités devenues impossibles à ignorer aujourd'hui. Ce n'était pas une décision impulsive. C'était le fruit d'un long processus de désillusion douloureuse. Elles aimaient toujours leur père, mais elles ne pouvaient plus faire semblant. Le choc de cette rupture dépassait le cercle familial. Dans l'industrie musicale, l'image de ces deux adolescentes refusant de soutenir leur père fit trembler des murs trop longtemps silencieux. Le temps du soutien aveugle semblait révolu. Pour beaucoup, Jessie et Delilah devinrent malgré elles des figures d'un nouveau courage. Des adolescentes capables de résister à la pression, au poids de l'héritage, pour rester fidèles à ce qu'elles savaient juste. Dans une brève déclaration transmise par leur avocate, les jumelles s'exprimèrent « Cette décision a été extrêmement douloureuse. Nous aimons notre père et prions pour la guérison de chacun. Nous demandons simplement à vivre ce chemin de reconstruction dans la paix. » Ce qu'elles n'ont pas dit fut tout aussi marquant. Aucune justification, aucun regret, aucune prise de distance avec leur position en justice. Pour Didi, la suite juridique restait à écrire. Mais l'essentiel était déjà joué. L'empire qu'il avait bâti, le nom qu'il rêvait de transmettre, avait été irrémédiablement atteint. Pas uniquement par la loi, mais par le regard de ses propres filles. Un commentateur résuma cette chute en une phrase glaçante. À force de tout vouloir contrôler, Didi a perdu ce qui comptait le plus, la confiance de ses enfants. 3 semaines plus tard, alors qu'il attendait sa sentence, les jumelles furent photographiées dans un refuge pour femmes, aux côtés de leur grand-mère et de leur marraine. Elles y avaient fait un don important, en mémoire de leur mère. Ce geste, discret mais symbolique, fit l'effet d'une claque silencieuse. 2 jeunes femmes, choisissant d'honorer la mémoire de leur mère, en aidant d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie. Le message était clair. De la douleur peut naître la guérison. Dire la vérité n'est pas une trahison. Et parfois, le plus grand acte d'amour qu'un enfant puisse poser, c'est de ne plus entretenir le mensonge d'un parent.